Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Votre repas de Noël est quasi prêt et pour ça, vous en êtes fiers. Mais il ne vous reste plus qu'une petite étape, le choix du vin. Une étape ô combien importante lorsqu'on connaît le large choix qui s'offre à vous. Dans vos verres, des vins à la hauteur de vos menus de fête. Les grands crus classés ne le sont pas par hasard. Ces vins d'exception sont le fruit d'une culture maîtrisée et d'une récolte minutieuse. Chaque grain est contrôlé, chaque bouteille dorlotée, élaborée à base de cépages Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. Les vins de Saint-Émilion proviennent d'un seul et même vignoble, situé à 40 km au nord de Bordeaux. Leurs arômes de petits fruits noirs en font des vins rouges ronds et fins. Pour votre repas de Noël, servez-les avec la dinde traditionnelle, accompagnée de cèpes et d'une purée aux truffes. Reportage. Je suis la troisième femme parmi les 8 générations à diriger la propriété, donc je considère que je suis dépositaire finalement d'une histoire qui ne m'appartient pas et qui devra également nous succéder. Il faut d'abord être un vigneron et aimer être un vigneron, c'est-à-dire aller dans ses vignes, comprendre la nature, aimer la nature, l'écouter. Je suis concepteur de bonheur pour des gens qui aiment le vin. À Saint-Émilion, on a des types de sols qui vont varier d'une parcelle à l'autre. Donc effectivement, là, il faut être extrêmement précis, très bien connaître son vignoble et ses différents types de sols pour obtenir le résultat qu'on veut. Les premiers rayons d'automne se laissent deviner sur la cité de Saint-Émilion. Suspendu sur un promontoire de calcaire et d'argile, le vignoble raconte 2000 ans d'histoire entre les hommes et le vin. Sur les terres du château d'Angélus, les vendanges annoncent le nouveau millésime, la promesse d'un grand cru donné par la nature. Comme il fait beau encore maintenant, on peut continuer vraiment à ramasser à la carte. Et chaque parcelle ayant un type de sol peut-être un petit peu différent ou une moyenne d'âge un peu différente, va pas avoir sa maturité optimum exactement au même moment. Et là, c'est absolument extraordinaire quand on peut se permettre de ramasser parfaitement quand on le souhaite. Après 20 ans passés à sillonner chaque parcelle du domaine, Emmanuel en décode 1000 secrets. Bien évidemment, on le goûte. Et alors là, en bouche, on est sur une peau qui est encore un tout petit peu croquante, donc ça c'est bien, mais qui a bon goût. La pulpe, ensuite, est en train de devenir plus liquide. Et puis il y a les pépins que je suis en train de croquer, qui ont un bon petit goût de noisette. Donc ça, c'est très sympa parce que ça veut dire qu'ils sont mûrs. Donc on a vraiment des raisins à la maturité qu'on recherche pour faire Angélus. Si l'exigence des grands crus passe par une sélection rigoureuse du fruit, elle induit aussi la préservation d'un écosystème d'exception. Ça fait plus de 20 ans que je connais Angélus. Je n'ai jamais vu l'utilisation d'un désherbant ici. Depuis très longtemps, on a mis en place des méthodes prophylactiques. Donc il y a un équilibre à trouver, comme l'équilibre qu'on va chercher dans les vins. Dans les vignes, on va chercher un équilibre. Et cet équilibre passe par une bonne installation du pied de vigne. Et une bonne installation du pied de vigne, c'est un système racinaire qui est bien installé, qui va profond. Et pour ça, le travail des sols est important. Ne serait-ce que pour conserver son patrimoine. Puis on fait attention aux hommes aussi quand même. Les grands crus de Saint-Émilion ont façonné leur identité grâce aux arômes de prune du Merlot, le cépage seigneur du terroir. L'assemblage des vins d'Angélus combine minutieusement le Merlot à l'autre variété dominante de la région. Le deuxième cépage ici, c'est le Cabernet Franc,
qui est très important, puisque c'est presque la moitié, qui est un cépage incroyable d'ailleurs, c'est un cépage difficile, un cépage qui a été arraché, qui a été condamné parce qu'il est difficile, il faut 25 ou 30 ans avant de commencer à faire des bons vins, il est plus sensible à toutes les maladies qui arrivent, mais par contre, quand il est grand, il est juste exceptionnel, il est d'une espèce de trame, de finesse, de sophistication quand c'est bien implanté, quand il a de l'âge et quand il est bien mené. Vieilli de 18 à 22 mois en fût de chêne, l'élevage patient des vins d'Angélus arrondit sans excès les tanins de la cuvée. La barrique à Bordeaux, c'est un accompagnement qui vient transcender la qualité du vin. C'est pas parce qu'on met des vins dans du bois que le vin il est grand. C'est totalement faux. Le vin doit être le vin jusqu'au bout. Et l'expression maximale, c'est bien d'avoir leur goût, du terroir, du fruit. On n'est pas là pour goûter du bois. Au chai, chaque nouveau millésime renforce la quête de l'excellence, tout autant que la passion pour le vin qui se partage en famille. On va avoir des pH qui sont pas trop élevés, sucrosité, très, très gourmand. Donc c'est très pur. La première chose, c'est être précis et exigeant. Je dirais même un peu plus intransigeant. Pour moi, ça n'est que le début. Donc ces échanges sont extrêmement importants et je peux me nourrir justement de cette expérience pour découvrir et pour apprendre. Stéphanie a cédé à l'appel des dynasties en prenant la direction d'Angélus, restée dans la même famille depuis la Révolution française. Étant toute petite fille, on a commencé avec mes frères et sœurs à faire nos premières vendanges quand on avait 5-6 ans avec nos paniers sécateurs. Donc c'était une passion qui est née très tôt. Première femme à diriger les 40 hectares du domaine depuis 3 générations, Stéphanie marque un retour à la longue tradition d'influence féminine sur la propriété. Nos vins sont déjà des vins qui sont à la fois complexes, mais qui ont beaucoup de finesse et de fraîcheur. Donc peut-être que la finesse et la fraîcheur s'en verront renforcées au fil des années avec cette touche féminine supplémentaire. Au-delà du nectar, Angélus, c'est l'histoire de ceux qui l'élaborent. Le reflet exact d'une famille, d'un fruit et d'un terroir dont le nom continue de faire rêver le monde. Je pense qu'on contribue à une image du savoir-faire, à une image de l'histoire, de la continuité. Et quand nos vins sont bu à New York, à Londres, chez le président de la République, aux États-Unis, tout ça, ça contribue à cette image de la France. On a des vins qui sont des vins de très grande garde. Donc là aussi, il y a un côté transmission. Les générations qui se succèdent. C'est une forme d'hommage finalement aux générations passées, que de continuer et de faire en sorte d'aller encore plus loin, de développer ce joyau qui nous a été confié. Le chocolat, ce plaisir noble, artistique, voluptueux et le plus délicieux des alliés à offrir ou à présenter sur les tables lors des fêtes de fin d'année. À l'instar des vins, il existe de nombreux terroirs où naissent les grands crus de cacao et le façonnage du chocolat requiert une longue expérience. Le célèbre pâtissier et chocolatier Pierre Hermé nous ouvre les portes de sa chocolaterie. En sa compagnie, nous assisterons à la conception de sa création, l'ultime. Mon histoire du chocolat démarre par un besoin d'apprivoiser la matière. Et si vous voulez travailler à la bonne température, le chocolat va être brillant, il va être craquant, croquant, et là vous aurez le chocolat parfait. Sourceur en cacao, c'est découvreur, c'est trouver un bon cacao qui est préparé dans un terroir de bonne qualité, un chocolat avec des arômes différents. Le chocolat, c'est une matière vivante, c'est vraiment difficile à apprivoiser et à travailler puisqu'on lui fait subir des changements de température qui permettent de l'apprivoiser et d'avoir le résultat que l'on souhaite. La gourmandise commence par les yeux et elle se termine par les actes. S'ouvrir au monde délicat du chocolat de Pierre Hermé, c'est céder aux inavouables gourmandises du pâtissier français le plus célèbre.
Des arômes entêtants du cacao de son enfance, Pierre Hermé a patiemment et amoureusement élaboré son art de la maîtrise du chocolat. Moi, mes premiers souvenirs de chocolat viennent du laboratoire de la boulangerie familiale, quand mon père faisait les œufs de Pâques sur une grille, et puis le chocolat passe au travers, et puis après il commence à figer, et du coup c'est là qu'il y a le plus de goût, je trouve. Et ça, c'est mes premiers souvenirs de chocolat, et c'est du chocolat au lait. D'abord chez le pâtissier Gaston Lenôtre, puis chez le chocolatier Michel Chaudin, Pierre Hermé réalise alors la grande difficulté de maîtriser le chocolat. Lors de mon apprentissage, j'ai eu l'occasion de pratiquer toutes les disciplines, et notamment celle du chocolatier. Et j'avais eu un maître extraordinaire, qui était vraiment un magicien, et quelqu'un qui était extrêmement d'une précision diabolique, qui laissait rien passer, parce que le métier de chocolatier exige une grande précision. Et c'est vrai que ce travail artisanal du quotidien, c'est plein de gestes, où chaque détail a son importance. Le chocolat Hermé se dessine patiemment, afin d'apprivoiser la matière d'où jaillissent les premières recettes consignées dans son précieux recueil. Un gâteau est composé de plusieurs recettes. Il y a la pâte, il y a le biscuit, il y a la crème, enfin il peut y avoir plusieurs crèmes. Donc comme on travaille en permanence sur une quarantaine de recettes en développement, les notes pour moi sont assez précieuses. Et quelque part, je les conserve depuis 1984. Je m'en sers quasiment jamais, mais ça me rassure, j'aime bien les avoir derrière moi, dans mon bureau. Depuis, l'inspiration circule et les envies du maître pâtissier s'expriment enfin dans 1000 déclinaisons audacieuses et gourmandes. Nous, on reçoit le chocolat sous sa forme brute, des blocs ou des pistoles, et à partir de là, on lui fait subir des changements de température. C'est vraiment cette courbe de cristallisation qui permet de l'apprivoiser et d'avoir le résultat que l'on souhaite. Affranchi des caprices de la matière, Pierre Hermé a su proposer l'excellence du chocolat, comme avec l'Ultime, sa dernière création chocolatière. Ce qui m'intéressait dans ce gâteau, c'est d'avoir des superpositions de textures aussi. Le croquant des couches de chocolat et le moelleux, l'onctueux de la crème vanille, de la crème chocolat. Donc il se passe plein de choses, il y a plein de sensations différentes. Les principales associations du chocolat dans la maison Pierre Hermé, on a de l'association chocolat et caramel. Ensuite, on a le chocolat au lait pour l'association chocolat au lait fruits de la passion. Donc il est travaillé sous différentes formes et sous différentes associations de saveurs. La quête de la perfection, c'est aussi l'exigence d'un cacao d'exception. Car derrière chaque création se cache un chocolat issu des meilleurs terroirs du monde. Le chocolat et le cacao du Belize, c'est l'histoire d'un échantillon qui a une amplitude aromatique intéressante, donc à la fois très acide et du coup fruité, mais aussi un peu plus amer et qui du coup va lui témoigner des arômes aussi épicés. Donc quand on a des pépites un petit peu comme ça, on sait que ça peut intéresser la maison Pierre Hermé parce qu'aujourd'hui il en a fait un gâteau merveilleux, l'Ultime. Inépuisable source de création, les grands crus de cacao ont su inspirer Pierre Hermé dans sa recherche de l'excellence. C'est justement le fait que le cacao soit un produit fermenté qui m'a amené à réfléchir sur le parallèle entre le vin et le cacao. Et pour agir sur le vin et sur le goût du vin, un des paramètres est bien sûr la fermentation. L'acidité est un peu comme dans le vin, et ce qui va porter des typicités de fruits acides, des typicités de fruits mûrs, confiturés, donc on est vraiment dans les mêmes discours que le vin. On va avoir les notes de torréfaction derrière, et puis pour terminer, il y a le pôle épicé, donc ce qui va être toute saveur de tabac, foin, éventuellement de la cannelle, du réglisse. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Du savoir-faire au faire savoir, Pierre Hermé invite parfois les Parisiens à partager le chocolat comme il aime le faire aimer, intimement et simplement. Le chocolat, c'est quelque chose de très simple, de très évident. C'est de la gourmandise, c'est de la dégustation. Moi, je veux vraiment avoir un chocolat qui soit facile d'accès dans la dégustation. Grâce à ces maîtres qui ont su le sublimer, le chocolat a su obtenir une place incontournable dans la gastronomie française. Dans le patrimoine pâtissier français, le chocolat est aussi très très important. On l'utilise beaucoup, on l'associe à plein de choses. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le produit phare de la pâtisserie, le chocolat.
Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. En Inde, un enfant disparaît toutes les 8 minutes. À New Delhi, 6 sur 10 ne sont jamais retrouvés. On les appelle la génération perdue, mais ils ne se sont pas évaporés. Quelque 70% d'entre eux seraient kidnappés par le crime organisé. Actuellement, plus de 200 000 enfants sont toujours portés disparus. Pour eux, un seul espoir, ou presque, Kailash Satyarthi et ses équipes. En 4 décennies, cet Indien de 64 ans, lauréat du prix Nobel de la paix, a sauvé 87 000 enfants de l'esclavage. Philomène Rémy et Édouard Sudre nous en disent plus. En Inde, un enfant disparaît toutes les 8 minutes. Dans la capitale, à New Delhi, 6 sur 10 ne sont jamais retrouvés. On les appelle la génération perdue. Dans cette voiture, Arshad reste concentré. Cet Indien travaille depuis plus de 20 ans pour l'ONG Bachpan Bachao Endolan, une association de protection de l'enfance. Direction un atelier où des enfants sont exploités par un réseau mafieux. Depuis des jours et des jours, on se prépare pour faire un raid. Aujourd'hui, on espère sauver entre 25 et 30 enfants. Une opération minutieusement préparée en coopération avec la police et qui n'est pas sans danger. Nous sommes allés faire du repérage dans cette zone. Nous l'avons passé au peigne fin. Nous avons tout vérifié. Mais tout peut arriver là-bas, une violente bagarre, on peut se faire lyncher. C'est vraiment dangereux. Plusieurs membres de son équipe ont déjà perdu la vie dans ce type de raid ou lors de représailles des mafias. Arshad veut arriver avant tout le monde, même avant la police. Pour lui, chaque minute qui passe est un risque de perdre les enfants si leur patron est prévenu. Les informateurs sont partout. Là, il y a un enfant. Embarquez-le. Il est en première ligne, devant toute l'équipe du raid. En plein centre de New Delhi, caché dans un immeuble, des dizaines d'enfants et d'adolescents. Leur travail, broder à la main des saris de luxe, une tenue traditionnelle en Inde. Tu as quel âge? 16 ans. Je sais que tu n'en as pas 16, mais 14. Allez, tout va bien. Allez chercher vos affaires et vos vêtements. Certains semblent perdus, d'autres effrayés. Les autorités vont sceller chaque pièce. Si on ne met pas les scellés, leur patron va forcément récupérer ses affaires et prendre la fuite. Et après, la police ne le retrouvera pas. En revanche, s'il accepte de verser aux enfants ce qu'il leur doit, et pour ça on se base sur le salaire minimum, les scellés seront retirés. Les patrons de cet atelier encourent une peine de prison. Mais très souvent, ils disparaissent, ne sont jamais arrêtés et rouvrent d'autres ateliers quelques mois plus tard. Les enfants, eux, sont rassemblés dans la rue. Vous avez mangé depuis ce matin? Vous avez pris un petit déjeuner? Paroma, viens, ils n'ont rien mangé du tout, j'en étais sûr. Ces garçons ont entre 8 et 16 ans. Certains n'ont pas vu la lumière du jour depuis des mois, contraints de travailler jusqu'à 16 heures par jour. Pour eux, la journée ne fait que commencer. Ils sont emmenés au siège de la police du quartier.
Faute d'identité, un numéro leur est distribué. Au total, ils sont 42. Arshad n'espérait pas en secourir autant. Ce raid est un véritable succès. Ce que je ressens après avoir sauvé ces enfants est indescriptible. C'est merveilleux de les voir rire à nouveau. Maintenant, on va terminer leur identification. Ils vont pouvoir retourner à l'école un jour, grandir et se faire une place dans la société. Ce soir, ils seront conduits dans un centre rattaché à l'ONG. Un endroit provisoire pour eux, le temps de terminer leur identification et de tenter de retrouver leurs parents. Mais le tout premier à avoir lancé ces raids, l'homme qui a créé l'ONG pour laquelle travaille Arshad, c'est lui, Kailash Satyarthi. Un ancien ingénieur qui, depuis les années 80, s'est engagé contre le travail des enfants. Il a déjà sauvé plus de 87 000 filles et garçons. En 2014, il reçoit le prix Nobel de la paix, conjointement avec la pakistanaise Malala. Il n'y a pas pire comme violence que celle de priver un enfant de ses rêves. Dans le nord de l'Inde, la province du Rajasthan. Ici, dans ce centre d'accueil et de réhabilitation fondé par Kailash Satyarthi, près d'une centaine d'enfants sont pris en charge. Ce sont ceux qui, après avoir été secourus, n'ont pas pu rejoindre leur famille. Trop pauvres, elles ont préféré les laisser aux mains de cette ONG ou n'ont tout simplement jamais été retrouvées. Cette année, le centre fête ses 20 ans. Des slogans, des chants et des danses, c'est l'approche pédagogique adoptée ici pour redonner confiance à ceux qui, il y a peu, pensaient ne jamais pouvoir faire entendre leur voix. Je suis si heureux, les enfants reprennent les devants. Ils veulent s'opposer au mariage des enfants, ils veulent se battre contre le travail des enfants, ils deviennent des battants. Ce militant habituellement discret est accueilli par les enfants comme une rockstar. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé rencontrer Kailash Satyarthi un jour. Redonner confiance aux enfants, les encadrer mais aussi les instruire. Tout cela sous l'œil de Soumeida, l'épouse de Kailash. Ici, je suis une mère, une grande sœur, une belle-sœur et même une grand-mère. Je donne tout pour eux. Je veux qu'un jour, ils arrivent à réaliser leurs rêves, qu'ils puissent enfin choisir leur futur. Pour financer les débuts de leur combat, elle a vendu tous ses bijoux. Une mère et un père d'adoption, en quelque sorte, qui dédient leur vie à ses enfants depuis 40 ans. Vous savez, Soumeida, mon épouse et moi, on a toujours été des partenaires dans ce combat. Sans cela, rien n'aurait été possible. Mais mon combat, ça a aussi été les mentalités et les idées reçues de la société. Ça n'a pas été facile de convaincre les gens. C'était admis que les enfants travaillent et qu'il n'y avait rien de mal à ça. Donc, changer les mentalités a été très dur. Petit à petit, ils deviennent des acteurs incontournables de cette cause, mais aussi des cibles. Mais ensuite, on a commencé à recevoir des menaces. Puis ça s'est transformé en attaques violentes contre nous. J'ai perdu 2 collègues. Un a été tué par balle, l'autre tabassé à mort. Des épreuves qui ne l'ont jamais découragé. Je n'ai qu'un but dans ma vie. Je veux que chaque enfant soit libre d'être un enfant, libre de rire et de pleurer, libre de plein de choses, libre tout simplement d'avoir une enfance. Dans ce centre, tout est mis à disposition des enfants. Éducation physique, cours de lecture et d'écriture pour les plus jeunes, puis à partir de 14 ans, des formations professionnelles ou des bourses universitaires pour les plus doués. Sohel a été secouru à 5 ans. Aujourd'hui, il en a 11. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas où j'avais atterri et qu'il y avait d'autres enfants. Donc au début, j'avais un peu peur. Mais après, j'ai commencé à parler aux autres et je n'avais plus peur. Et puis, j'ai commencé à me sentir bien. Il y a tout ce qu'il faut ici, comme nulle part ailleurs. Et tu te rappelles d'avant, de ton papa ou de ta maman? Non, et maintenant, je considère cet endroit comme ma seule maison.
L'ONG n'a jamais pu retrouver sa famille. Il y a encore 5 ans, seule une disparition sur 10 était enregistrée par la police. New Delhi, dans les bureaux de Bachpan Bachao Endolan. En pleine réunion, cet avocat de renom n'est autre que le fils de Kailash Satyarthi. C'est lui qui obtient en 2013 l'ouverture systématique d'une enquête policière pour chaque mineur porté disparu, puis la mise en place d'une base de données nationale. Mais le plus gros problème, c'était qu'il y a eu des centaines de milliers de photographies. Et personne ne peut comparer ces centaines de milliers de photographies d'enfants disparus avec ceux qui ont été retrouvés. Il fallait un logiciel de reconnaissance faciale. Après notre demande et notre intervention auprès du tribunal de grande instance de Delhi, la police a lancé un projet pilote sur environ 45 000 enfants portés disparus. Un test avec un logiciel dont les résultats ont dépassé toutes les attentes. En mai dernier, après 4 jours seulement, la police identifie près de 3000 jeunes disparus. Une avancée majeure pour ensuite les réunir avec leurs familles. Située tout au nord de l'Inde, à la frontière avec le Népal, la région du Bihar. Dans ce village, l'un des 42 enfants secourus il y a un mois lors du raid a pu retrouver sa famille grâce au programme de reconnaissance faciale. Ali a 12 ans. Sa mère pensait ne jamais le revoir avant cet appel de la police il y a quelques jours. Le téléphone a sonné et j'ai entendu une voix demandant à parler à la mère d'Ali, à moi. Puis j'ai entendu sa voix, la voix de mon fils, après des jours et des jours de disparition. J'ai éclaté en sanglots, je n'arrivais même pas à m'arrêter. Mais c'était des larmes de joie tellement j'étais heureuse de l'entendre. Depuis son retour, Ali commence seulement à raconter ce qu'il a vécu dans cet atelier. Là-bas, ils m'ont expliqué comment coudre les saris et m'ont dit que si je suivais leurs consignes, je n'aurais pas de problème. Mais avec leurs aiguilles, j'avais les doigts en sang et j'avais mal. Je dormais avec une douzaine de personnes. La moitié, c'était des enfants comme moi, mais les autres, des adultes. Ses parents veulent ensuite comprendre les raisons de sa fugue. Mon père n'avait plus de travail, j'avais plus à manger, j'avais faim, c'est pour ça que je suis partie. Des mots durs à entendre pour sa mère. Cette région est l'une des plus pauvres du pays. La seule source de revenus du foyer est le travail dans les champs, 200 roupies, l'équivalent d'un peu plus de 2 € par jour. Vous voyez comment on vit? On dort dans cette chambre, avec nos 4 enfants. Que voulez-vous que l'on fasse? Nous sommes pauvres et on ne peut pas se permettre plus. Je peux endurer toute la souffrance du monde pour essayer de lui donner une vie meilleure, mais je ne veux pas qu'il s'enfuit à nouveau. Ali a retrouvé sa famille et les bancs de l'école avec ses camarades. L'histoire se termine bien, mais elle est rare. Plus de 200 000 enfants sont actuellement portés disparus en Inde. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Depuis 500 ans, perchés au sommet des beffrois qui dominent les villes du nord de la France, les carillons chantent Noël. De Honscott à Douai, le métier de carillonneur est un métier ancestral. Nous avons rencontré Stefano Coletti, carillonneur de la ville de Douai. Reportage. Ils résonnent au coin des rues du plat pays. Depuis 500 ans, les carillons sonnent, perchés au sommet des beffrois qui dominent les villes du Nord. C'est un métier ancestral, celui de carillonneur. À Honscott, petite ville des Flandres, Alfred n'a pas quitté le sien depuis 30 ans.
Et moi, je pense que c'est toujours un peu un privilège de monter dans tous ces escaliers, dans ces tours où les gens n'ont pas forcément accès. Et à 76 ans, il en faut de la passion et de la patience pour gravir une à une les marches qui le mènent en haut de la tour, construite en 1513. On remonte un peu au Moyen-Âge, quelquefois. Pour faire résonner son carillon, Alfred met du cœur à l'ouvrage. Et c'est vrai qu'il y a une énergie qui est dépensée parce que finalement, toute l'énergie sonore qui est envoyée, elle ne vient que de moi. Hein. La machine n'a fait que transmettre. Hein. Et encore, elle a eu des pertes entre deux. C'est toute une histoire et ben, on en fait partie, la tradition. Le son des cloches, c'est la musique qui a bercé son enfance. De toute façon, c'est ça qui me fascinait quand j'étais gamin, d'entendre cet air, cette musique dont on ne sait pas très bien d'où elle vient en général, parce qu'en plus elle se réfléchit sur des maisons quelquefois. Donc ça crée une ambiance et c'est ça qui me plaisait particulièrement, de pouvoir être le fantôme qui fait fonctionner cet instrument. Des décennies plus tard, rien n'a ébranlé sa passion pour l'instrument. Seule la centaine de marches pour y accéder pourrait un jour le faire reculer. Bien sûr, mais j'ai des collègues que je connais bien qui ont dû arrêter parce que les genoux ne supportaient plus. Quoi. Ça doit être difficile. Enfin, c'est pas pour tout de suite. Comment vont vos genoux? Pour le moment, ça va, là. Le carillon de Hondschot a de beaux jours devant lui. À 100 km de là, à Douai, être carillonneur est bien plus qu'une passion, c'est un métier, celui de Stefano Coletti. Et ici à Douai, on a une tradition qui remonte au XIVe siècle. Depuis 1391, il y a un carillonneur qui est rémunéré par la ville pour ses fonctions. Et c'est vous aujourd'hui qui assumez cette fonction? Voilà, j'ai le plaisir d'être le 35e carillonneur depuis le XIVe siècle. Là, on l'entend là. Donc là, c'est le carillon automatique qui rythme la vie des Douaisiens. Donc là, c'est la demi. Voilà, donc là, c'est pas moi qui dirige, qui m'occupe de ça. Stefano joue une fois par semaine à Douai, le samedi, toute la matinée. Et ici comme ailleurs, il faut monter les nombreuses marches du beffroi pour atteindre la charpente qui enchâsse les cloches du carillon. La plus grosse cloche pèse 5 tonnes. C'est pourquoi Stefano joue avec les poings pour être sûr de faire sonner toutes les cloches, y compris les plus lourdes. Il faut une certaine force physique pour mettre en action le clavier. Et donc plus vous jouez dans le grave, et plus on a du poids en fait. Hein, donc quand on a une certaine des pièces qui sont assez virtuoses, il faut s'armer de courage. À Douai, les carillons prennent aussi la route. Un moyen efficace pour Stefano de partager et d'enseigner. Nathan et Célian, 13 ans tous les deux, apprennent le carillon depuis 2 ans. Le carillon, je connaissais déjà, mais avant d'en faire, et moi je me suis dit pourquoi pas en faire. On est fiers quand on est carillonneur dans le Nord? Bah ouais. Pourquoi? Bah parce que dans le Nord, il n'y a que les carillons, et il n'y en a pas autre part. Donc en plus, le nôtre, il y a l'UNESCO, donc c'est une fierté. On en est fiers. On dirait de remplacer Stefano, devenir carillonneur de la ville de Douai? Oui. Moi ça m'irait. Je sais pas si j'aurai le niveau, mais ça m'irait. Bon, vous postulez alors? Oui. La relève est donc assurée. Le carillon continuera de chanter dans les villes du Nord.
Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. Rythmé par le cycle des collections, les marques s'adaptent aussi pour avoir une portée sur les réseaux sociaux en cette période de Noël. Balmain transformé en version rock ou encore la street couture de Cochet, toujours populaire et sophistiquée. La mode, un éternel renouvellement. La mode, pour celles et ceux qui ne s'y intéressent pas particulièrement, laisse souvent le goût amer d'une rengaine 100 fois rabâchée. Eh bien non. Ce qui est formidable dans la mode, ce sont ces cycles. Elles sont rassurantes, ces vieilles silhouettes, modernisées, coupées dans de nouvelles matières, étincelantes pour impacter les réseaux sociaux. Et puis l'heure est à la disruption, les marques doivent rompre avec elles-mêmes. Nous allons suivre 4 griffes françaises et leur esprit créatif sur 2 saisons, l'hiver 2018 et l'été 2019, et les regarder réussir ou pas leur révolution. En mars, Balmain présente à l'Hôtel de Ville de Paris sa collection hiver. Aujourd'hui, j'ai un total look cuir, une robe assez courte avec ces volants cuir qui sont juste sublimes et qui donnent vraiment une structure à la robe que j'adore. Et c'est magnifique cuissarde. On adore, on adore. Ce sont celles qui les portent qui en parlent le mieux. Balmain, c'est exactement ça. Sexy, puissante, belle, donc c'est comme ça que je me sens. Pierre Balmain, c'était les années 50, le style jolie madame. Une écriture empruntée, chaste. Depuis 2011, Balmain, c'est rock et ça claque. C'était très inspirant. Ça stimule l'imagination. Je trouvais ça très très beau. J'étais très surprise. C'est très nouveau, très différent, très tailleur, bien épaulé, des belles matières, des argent. Ça brille de partout, j'adore. C'est également votre sentiment, les gars? Ah, moi j'avais la chair des poules, mais vraiment. Et je n'avais jusqu'à il y a 5 minutes, j'ai jamais vu rien d'aussi beau. Je suis absolument sous le choc encore. Non mais vraiment, là je raconte pas des conneries, mais parce que c'est pas, voilà, c'est pas souvent. Je veux dire, les défilés sont toujours beaux, mais là j'ai un truc, ça m'a fait une impression. Je trouve que c'est magnifique. Magnifique. Et de toute façon, il est très talentueux, Olivier. J'adore. Olivier Roustin, 33 ans, et déjà 7 ans passés à la tête de la maison Balmain. Il est armé d'une folle énergie. Je me sens plus sûr de moi-même en fait. Après 7 ans de Balmain, j'étais le Balmain baby, et maintenant Balmain is my baby. Et je me sens juste de vouloir jouer avec des codes avec lesquels j'avais pas joué, typiquement tout le PVC, toutes les matières hologrammes, cette espèce de lumière infinie. J'avais envie de dire un peu un stop à l'histoire et au passé, et c'est de juste regarder le futur maintenant. Parce que j'ai beaucoup cherché les archives et l'héritage, et là je pense à un Balmain de 2050 et plus un Balmain de 1950. Olivier Roustin maîtrise avec autant de précision l'art oratoire que celui de la coupe. Quelques mois plus tard, il présente une collection hiver 13 années 80. Autre réussite française indéniable, Isabelle Marant. Née au début des années 90, sa griffe a explosé au XXIe siècle. Elle aussi invite des copains et des copines à son défilé hiver, différent toutefois de ceux de Balmain. Pour moi, c'est une femme actuelle, une femme moderne. C'est facile, c'est pour tous les jours, c'est pour les femmes comme nous qui travaillons et très fraîche. J'ai bien aimé la collection. C'est drôle parce que c'est un tournant, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Il y a quelque chose de très souriant et qui est lié au plaisir, le fait de faire la fête et d'avoir quelque chose de très festif. L'ADN de la maison Marant, c'est la bonne humeur. Le nom peut-être. Cuissarde, poncho, frange, on n'est pas loin d'un rêve américain qui aurait bien tourné. Le Grand Ouest, mais avec un twist 80s, le cow-boy un peu décrépit, pas le Clint Eastwood flambant. Et voilà, c'était comment moderniser un thème sur lequel j'ai déjà travaillé plusieurs fois, mais que j'affectionnerai pour toujours. Passons maintenant à l'été.
Isabelle Marant repousse, tel un cow-boy, les frontières de son propre passé. Les années 80, la fin du disco, le début du hip-hop, on continue de s'amuser, les blousons en jean sont délavés à l'acide et les jupes ne rallongent pas. Des fois, je me dis que c'est peut-être un peu court, mais bon, voilà. Il y a des versions un peu plus longues. Là, on en profite. On a des jeunes filles qui ont des jambes parfaites et qui peuvent se le permettre. Mais bon, ça va. Moi, j'ai 50 ans, je m'en sors quand même. Disco d'un jour, disco toujours, avec l'hiver de Christelle Cochet. Cochet, c'est de la street couture, un style à la fois populaire et sophistiqué. Pour son été, Christelle Cochet devient plus symbolique. Sa mode est un hommage à toutes les cultures du monde. Elle défile dans l'immeuble de béton du Parti communiste français, bâti en 1971 par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer. Un très beau bâtiment qui est fait de courbes en hommage à la femme. Il n'y a presque pas de ligne droite. Mais en même temps, en étant au sous-sol, il y a quelque chose de très mystérieux et très secret. Pour conclure, la disruption de l'année. À ma gauche, Céline, été 2018. À ma droite, Soline, été 2019. Céline, avec Phoebe Philo, c'était sobre, minimaliste. Soline a aujourd'hui perdu son accent aigu par la volonté d'Hedi Slimane, fraîchement parachuté à la tête de la marque par LVMH. Chez Dior comme chez Saint-Laurent, Slimane a toujours fait du Slimane et engendré d'ahurissants bénéfices. Comme un changement dans la continuité. À l'occasion des fêtes de fin d'année, la scène mythique du Palais Garnier à Paris voit défiler les étoiles qui font encore et toujours rêver des générations de public. Mais la magie ne serait rien sans les petites mains qui, en coulisses, brodent les costumes, travaillent les chapeaux et habillent les artistes. Reportage. C'est au soir de la répétition générale que tous ces costumes magnifiques vont rejoindre les coulisses. Des semaines auparavant, ils ont été préparés à épouser le corps du danseur dans les ateliers de l'Opéra Garnier. Un mélange de haute couture, de création et d'artisanat. À l'atelier tailleur, on habille l'homme qui danse. Deux choses, c'est que les danseurs, il faut qu'ils puissent bouger avec, ça c'est évident, mais il faut qu'ils soient beaux aussi. Du sur-mesure, bien sûr, et un savoir-faire au service de matières structurées pour donner forme aux pantalons, aux pourpoints, aux gilets. Ouais. Super. Sur une veste, on met en moyenne 4 jours. On fait une petite bride sur de chaque côté. C'est-à-dire que s'ils sautent, s'il saute, pour pas que ça soulève comme ça, tout est fixé. À l'atelier du flou, le tutu est roi. En tulle, en mousseline, en organza, cette forme, icône de la danse classique, a ici ses plus fervents soutiens. Des femmes spécialistes de l'arrondi, de la matière vaporeuse et de tout ce qui entoure de près le corps de la danseuse. Quand il s'agit d'un bustier de danseuse, il y a vraiment des protocoles. La plupart du temps, les bustiers sont entoilés. Les finitions de dos, c'est toujours cette finition avec des coulisses à baleine, des surpiqûres et une petite baleine dans le dos. La danse classique, c'est un peu sportif, presque violent parfois, donc il faut que les costumes résistent, ils tiennent bien. Des gestes précis, répétés inlassablement, jusqu'au sous-vêtement. Comme c'est près du corps, qui danse, beaucoup de transpiration. Donc c'est lavé tous les soirs. Nous, ça inclut aussi les dessous qu'on voit pas. Les strings, les culottes, les soutiens-gorge, les bandeaux de poitrine. On est sur tous les spectacles en fait. J'enfile les perles une par une. Ils sont un peu adaptés à la scène, c'est-à-dire que là par exemple, je fais des nœuds entre chaque perle au cas où ça casse sur scène, qu'on ne se retrouve pas avec toutes les perles qui s'éparpillent entre les danseuses. Un spectacle destiné à être vu de loin.
Trésors de patience, dormant dans les vitrines, verroteries, perles ou diadèmes engrillagés pour résister aux assauts des mouvements. Histoire de princes, de fées et d'animaux, l'imaginaire du ballet repose sur ces étagères. Chez les modistes, l'atelier dédié aux chapeaux. Je me demande est-ce qu'on a besoin de mettre de l'or aussi. Une petite équipe s'affaire sur le feutre, la paille, la toile gommée, le filet. La première des missions d'un couvre-chef étant bien de tenir sur la tête du danseur. Ce chapeau a besoin d'être détendu un petit peu, donc on le met sur cet outil, on écarte. Il faut que ça reste confortable, il ne faut pas que ce soit lourd, il ne faut pas que ça tienne trop chaud non plus. En général, les artistes ont beaucoup à donner d'eux-mêmes et on fait tout pour ne pas les ennuyer. Dans l'ombre, les petites mains du Palais Garnier font des miracles au bénéfice des danseurs. 2 à 3 000 costumes sortent chaque année des ateliers. Donc là, c'est le deuxième essayage. C'est vrai que c'est une prise de rôle pour moi, donc ça sera la première fois que je le danse. Donc nos amis ici de la couture sont obligés de créer un costume sur mesure pour moi. Voilà, on a tout coupé là, où on a de quoi ressortir un peu. Des costumes de légende qui ne laissent personne indifférent, pas même les danseurs. Quand vous voyez les manches et tout le travail, bon déjà qui est magnifique, faut le dire, on peut s'accrocher, mais bon, c'est les risques du métier. On fait avec. Il faut que ce soit fluide. Si c'est fluide et que c'est élastique, on peut faire ce qu'on veut avec. Quand Roméo retrouve sa bien-aimée, un miracle de légèreté se produit. Dans l'ombre, une habilleuse attitrée attend Juliette. Elle lasse et délasse notre héroïne. Pour Roméo et Juliette, c'était le rôle de mes rêves. Et donc les costumes qui sont dedans font partie aussi. Ici à l'Opéra de Paris, quand on veut qu'on soit beau, on se sent beau dans le costume qu'on a. Merci. Le costume, c'est un peu sa seconde peau, un bout de son personnage. C'est un travail manuel, élevé au rang de métier d'art. Car quelle serait l'histoire, la musique et l'émotion de ces noces romantiques sans le chatoiement et la beauté des costumes? Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année 2018. Excellente suite de programmes sur notre antenne et encore une fois, au nom de toute l'équipe, je pense notamment à ma réalisatrice Sabine Pchara, à la traduction Pascal Karam-Baroud et à l'édition Ziad Mayed. Joyeux Noël et à très bientôt.